Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Mini Tilt. Le Val-de-Loire parle au Val-de-Loire ce soir avec la crème de ses habitants. Sur notre plateau, Ewen Gradiani sort son premier livre, La fleur explosive. Ewen, donc, qui vient de Bléré et qui a 11 ans. Bonsoir, bonsoir Ewen. Bonsoir, Comment ça va? ça va? Bon, tu vas nous expliquer qu'est-ce que tu as écrit et tu vas nous parler de ton livre, en fait, tout simplement, dans un tout petit instant. Juste à tes côtés, il y a Maude Martin de l'association VPK et vous allez nous parler du lieu Volapük et des résidences qui y ouvrent donc dans quelques temps. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et puis il y a également Monsieur Antoine Périgne, pour nous parler d'un youtubeur que tu apprécies particulièrement, l'hygiène mentale. Hygiène mentale. Exactement. Je t'écoute. Eh bah parfait. Tout oui, nous sommes tout oui. Eh bah, hygiène mentale, c'est le représentant d'un mouvement qui s'appelle la zététique. Est-ce que vous connaissez ce terme? Pas du tout. Non. Personne ne connaît, c'est assez peu connu, les zététiques. En gros, c'est l'art du doute. Le principe, c'est d'appliquer la logique scientifique à tout pour savoir si ce qu'on lit ou ce qu'on fait, c'est vrai ou si on a tort. Par exemple, les fake news, tout le monde les connaît un petit peu sur Internet. Et ben, la zététique nous enseigne à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Il ne nous dit pas si c'est vrai ou si c'est faux, il nous apprend à deviner en fait si c'est vrai et si c'est faux. Et donc, Hygiène mentale, c'est un des représentants de ce mouvement-là. C'est un youtubeur français qui a 350 000 abonnés à peu près. Et il est passionnant. Il a un design très particulier, on ne le voit jamais, notamment à l'image, c'est que des photos et des illustrations, pardon. Mais il a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, justement, sur la logique et savoir si on a un système logique, nous tous. Et ça tombe bien parce qu'on a un petit test. Donc je vous invite tous, y compris chez vous, à regarder bien les images qui vont suivre et essayer de deviner quelles sont les cartes qu'il faut retourner regarder. Notre cerveau humain n'est pas toujours très bon à raisonner correctement. Je vous propose un petit test pour vérifier si, vous avez un esprit logique ou pas. Imaginons un paquet de cartes à jouer. Imaginons qu'on ne sache pas grand-chose sur sa composition. Peut-être que le jeu n'est pas complet, peut-être qu'il y a des cartes en double, mais apparemment il semble y avoir des régularités notables. Et par exemple, certaines personnes ont déjà fait cette hypothèse. Si une carte a une dame d'un côté, alors l'autre côté est bleu. Comment pourrions-nous vérifier cette hypothèse? Pour en être absolument certain, il faudrait pouvoir vérifier toutes les cartes, mais il y en a trop. Imaginons qu'on puisse retourner ces quelques cartes là. Quelle carte faudrait-il retourner pour vérifier l'hypothèse? Quelle carte faut-il retourner pour vérifier si derrière donc, il y a cette dame ou pas? Exactement. Si toutes les dames ont un dos bleu, quelles sont les cartes qu'il faudrait retourner pour avoir l'hypothèse? Vous avez 4 possibilités. Il faut savoir qu'il y a 4% des gens qui ont fait ce test qui ont réussi. Moi, par exemple, j'ai testé et j'ai raté. Je ne fais pas partie des génies des 4%. Et Wen, je pense que tu peux, comme apparemment tu as l'air d'être plutôt en avance sur son temps. Donc on va voir si tu peux y arriver. À votre avis, quelle carte il faut retourner ici pour savoir si la dame, les dames ont un côté bleu, logiquement? La première, est-ce qu'à votre avis, il faut retourner la première? Moi, je dirais non. Non. Je dirais non, pareil. Eh bien si, la première, a priori il faut la retourner parce qu'on se dit s'il y a une dame là, il suffit de la retourner, on sait tout de suite si c'est bleu ou si c'est rouge, donc on a une chance sur deux de valider ou d'invalider l'hypothèse. Ensuite on a deux autres cartes, par exemple on a le 2 avec juste des symboles noirs devant, j'arrive pas à voir ce que c'est ici mais ça doit être un 7, un 8 j'imagine, pardon. Ouais, de pique. Alors à votre avis, est-ce qu'il faut la retourner celle-là? Pour savoir si toutes les dames sont bleues de l'autre côté. Bah non. Non. Non, a priori celle-là on n'a pas besoin. Là on a une carte avec un côté bleu, est-ce qu'à votre avis il faut la retourner? Non. Eh bien, je ne vous dis pas, on va voir tout à l'heure. Ah, et la quatrième, c'est avec un dos rouge. À votre avis, est-ce qu'il faut la retourner? C'est une excellente question, Antoine, mais ne me répondez pas, nous avons la réponse tout de suite en images. Dans les expériences de psychologie, la très grande majorité des gens répondent qu'il faut retourner les cartes 1 et 3. La première carte est une dame, bien sûr qu'il faut la retourner pour vérifier. Si le dos est bleu, ça confirme l'hypothèse, mais ça ne la prouve pas définitivement. La règle c'est toutes les dames ont un dos bleu. Mais si le dos est d'une autre couleur, alors on aura infirmé l'hypothèse. On sera sûr qu'elle est fausse, car il y a au moins un contre-exemple. La deuxième carte n'est pas une dame. Aucun intérêt à la retourner, la règle ne concerne que les dames. La troisième carte a un dos bleu. Plein de gens répondent qu'il faut la retourner. Mais en fait, ça n'avance à rien, car même si de l'autre côté il y a une dame, ça change quoi? On a juste dit les dames ont un dos bleu. On n'a jamais prétendu que les dos bleus avaient une dame. La quatrième carte a un dos qui n'est pas bleu. Celle-là, par contre, il faut la retourner. Parce que si jamais derrière il y a une dame, ça prouve que la règle est fausse, qu'on peut la mettre à la poubelle. Et ça, très peu de gens y pensent. Et
Et ça permet d'évoquer un truc qui est hyper intéressant dans la théorie scientifique, où en fait on essaie toujours d'essayer de valider l'hypothèse qu'on a en tête, en disant je veux que toutes les dames soient bleues, donc je retourne toutes les dames pour voir si elles sont bleues. Et ils disent en fait, le scientifique, c'est l'inverse, il va essayer d'invalider une hypothèse. Et tant qu'il n'arrive pas à invalider une hypothèse, ça veut dire qu'a priori cette théorie est vraie. Et ça, c'est l'inverse de ce qu'on essaie tous de faire au quotidien. Honnêtement, j'ai l'angoisse des énoncés. J'ai pas bien compris, mais je pense que c'est très intéressant. Et donc c'est la page YouTube de Hygiène Mentale. Exactement. Et c'est sûrement très il faut approfondir un peu. Alors là, J'ai voilà, pas tout compris, je vous avoue, j'ai pas tout compris. Là, on l'a fait en quelques minutes. La vraie vidéo, elle dure 9 minutes et quelques. Elle Ouais. est très simple d'accès, elle est hyper intéressante. Et il y a plein de choses à lire. En fait, vous êtes une meilleure personne après avoir vu sa vidéo qu'avant. Pour moi, On va c'est un essayer, truc Antoine. intéressant. On va essayer. Merci beaucoup en tout cas Mais c'est un plaisir. d'avoir tenté cette exposition. Merci à toi. On va enchaîner de suite avec toi, Ewen. Et donc ton roman, ça t'a parlé, toi, cette histoire de dame ou pas trop? Pas tellement. T'as pas tout compris, hein. Non. Ah ouais, on en est tous à ce niveau-là, je crois. C'est pas grave. Bon, on va parler un peu d'aventure, c'est peut-être un peu plus parlant, un peu plus sympa. Tu as donc publié ce livre, La fleur explosive, une enquête menée par Armand, ses 2 camarades de classe et son robot. Qu'est-ce que ça raconte alors, cette histoire? C'est une histoire qui raconte, qui parle d'un enfant, Armand, qui vit au bord du lac Léman. Il est collégien. Et il perd ses parents. Oui, lors d'un incendie, non, lors d'une tempête qui déclenche un incendie, ses parents sont portés disparus. Il y a un truc louche là-dedans. Ses parents, ils ont disparu, mais il essaye de les retrouver. Oui, et les pompiers ne retrouvent pas les corps des parents. Donc il va essayer de les retrouver avec ses amis Éloi et Isée. Il se demande si c'est pas à cause, si la plante, la fleur explosive que son père a créée, Ouais. a pu susciter des jalousies. C'est ça, un père jalousé par rapport à une découverte qu'il a fait donc. Donc une enquête, un livre d'aventure, d'enquête. Comment ça se fait que tu as écrit ce livre alors? Comment t'en es arrivé à faire ce livre? Parce que c'est vrai que tu es quand même assez jeune, hein? À 11 ans? Depuis tout petit, j'écris des histoires qui parlent souvent d'animaux. Et il n'y a pas longtemps, j'ai relu les histoires et ça m'a donné envie d'écrire une vraie histoire à l'ordinateur. Une vraie histoire à l'ordinateur, ça fait 80 pages, donc c'est quand même conséquent. Et comment tu as fait pour écrire alors? Tu as imaginé tout ce qui allait se passer et puis ensuite tu as rempli les blancs ou tu as juste laissé aller ton imagination au jour le jour? Comment tu as fait pour écrire ce roman qui tienne la route? J'ai fait le squelette, c'est-à-dire qu'on remplit à chaque fois les chapitres, on dit ce qui va se passer. Et aussi, parfois, j'ai laissé mon imagination m'emporter. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît alors là-dedans? Dans écrire comme ça? Parce que ça fait longtemps que tu le fais, tu nous disais, hein? C'est la passion de lire. J'aime bien comment sont formés les mots dans les livres, les phrases. On ne sait pas pourquoi on aime des fois. Oui, Et donc ta maman aussi est auteure. oui. Et donc elle t'a un peu aidé alors peut-être? Ou peut-être pas du tout, hein, j'ai une Si, question. elle m'a aidée. Elle t'a aidé? Bon, est-ce qu'on va pouvoir relire Ewen dans d'autres romans ou pas? Ou c'était un seul et unique roman? Je vais en écrire d'autres. Ouais, tu vas en écrire d'autres? J'ai commencé à écrire le résumé de la suite. Ah, Euh, on va retrouver Armand et son robot alors. ah oui, et ses amis. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter à toi? Tu aimerais devenir écrivain plus tard ou pas du tout? Ou t'en sais rien? Dans Oui, quelques années? j'adorerais être écrivain plus tard. Bon, peut-être une dernière question, c'est par rapport à tes camarades de classe. Tu dois certainement peut-être un peu sortir du lot, en tout cas être un peu unique dans ta classe. Comment ça se passe par rapport aux autres? Ils sont fiers de toi? Tout le monde est fier de moi, ils me souhaitent tous une bonne continuation. Surtout les félicitations de mes anciens camarades de classe de la primaire. Bon, eh ben écoute, ça c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Ewen, d'être venu. Je rappelle La fleur explosive. Donc le livre, il coûte 9,50 €. Il peut être commandé très facilement en contactant ta maman. C'est Lauriane Graziani sur Facebook. Peut-être que d'ailleurs, dans quelques années, au Volapük, on va pouvoir voir Ewen, pourquoi pas? On ne sait pas. En tout cas, on va parler du Volapük tout de suite. C'est La Bamboche, ça continue sur TV Tour.
Pourquoi faire une si belle transition? Eh bien parce qu'en fait, il y a des résidences au Volapük qui vont durer une dizaine de jours, à peu près, chaque résidence, à partir du mois de mai jusqu'à juillet. Et au Volapük, il y a du théâtre, de la danse, de la musique, des arts plastiques. C'est un peu tout ça, en fait, le Volapük. C'est ça, en fait, le Volapük, c'est un petit théâtre qui est situé rue Lobin, à Tours. Et c'est un lieu de création, un lieu d'accueil d'artistes en résidence, donc pour qu'ils viennent travailler sur leurs œuvres. Et puis de temps en temps, on ouvre ce lieu au public pour qu'ils puissent montrer leur spectacle là où il en est. C'est-à-dire que c'est rarement des pièces finies. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse montrer des fois le travail en cours et qu'avec les discussions avec les spectateurs, ça leur permette ensuite d'avancer dans leur travail. C'est un vrai lieu de création, c'est pas un théâtre proprement dit, c'est quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup. Les avantages de ce lieu-là, en soi, c'est qu'il y a un espace de création donc modulable, il y a des gradins, une cinquantaine de places, à la disposition un hébergement juste à côté. Exactement, il y a un appartement qui est mis à disposition des équipes puisque c'est un lieu qui est ouvert aux gens de la France entière et même de l'étranger. Donc voilà, quand on accueille les gens, on a les moyens de les héberger. Et puis effectivement, il y a du matériel technique et donc un régisseur qui prépare tout ça en fonction des besoins de chaque artiste ou chaque compagnie. Et l'idée, c'est quoi alors pour vous ? L'idée, c'est de permettre à des compagnies qui ont déjà une petite expérience, mais qui ne sont pas encore très connues et qui donc n'ont pas accès aux scènes régionales ou nationales, les grands théâtres, leur permettre de travailler quand même, parce qu'il y a bien un moment où il faut apprendre et essayer des choses avant d'accéder aux grands plateaux. Et nous, l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'être un lieu d'expérimentation où des jeunes compagnies, des jeunes artistes, ou moins jeunes d'ailleurs en âge, mais en tout cas des gens qui ont envie encore de s'essayer à des choses, leur ouvrir un espace de création. Et concrètement, on pourrait voir qui alors Alors on pourrait voir des compagnies donc vraiment de la France entière, mais des gens aussi du coin, donc peut-être des compagnies dont les noms vont dire quelque chose aux spectateurs. On a accueilli la compagnie Le Poulpe par exemple, on a accueilli la danseuse Hélène Rocheteau la semaine dernière. On accueille sur toute l'année, cette année, une compagnie qui est orléanaise, qui s'appelle la compagnie Offshore. Mais plein de gens, donc des danseurs, des gens du théâtre, des gens qui mélangent la vidéo, la musique, vraiment plein de formes. L'idée, c'est que ce soit un endroit le plus ouvert et le plus libre possible dans les formes qui peuvent s'y développer. Un lieu d'expression avec, pourquoi pas, mélanger les genres d'expression. Exactement. Donc les candidatures, c'est jusqu'au 15 mars. Alors on n'est pas tous d'accord sur ce nom. Il y en a qui disent Volapük, figurez-vous, d'autres qui disent Volapük. Alors moi, je dis Pourquoi ? Volapük. Ça veut dire quoi ce nom ? Le Volapük, en fait, ça a été une langue un peu comme l'espéranto, en fait, qui voulait être une langue universelle. Et puis c'est l'espéranto qui a gagné la compétition entre les deux langues. Mais l'idée de ce nom pour cet endroit, c'était un langage que tout le monde puisse comprendre. Bon, merci beaucoup d'être passé nous voir. Jusqu'au 15 mars, volapük.org pour candidater et ensuite les résidences, c'est à peu près de mai à juillet. C'est ça ? C'est ça, exactement. Et il y a plusieurs appels par an. Donc en fait, on peut venir toute l'année pour travailler au Volapük. Bon, merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau. J'espère que ça a été pour toi, Ewen. Merci aussi à toi, Antoine. À très bientôt pour une nouvelle chronique. Merci à ceux qui ont aidé à la préparation de cette émission. Merci aussi à ceux qui sont derrière leur caméra. Et merci à toute la technique. Je vous souhaite une excellente fin de journée, excellente fin de semaine. Et à bientôt sur TV Tour pour un nouveau Mini Tilt.